Merci de nous retrouver dans cette nouvelle édition du Talk sur Focus Média Afrique. Nous recevons Célestin Djamène, il est président national de la formation politique à part. Célestin Djamène, bonjour. Bonjour Kevin, bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci pour la sollicitation. On s'est eu au téléphone. Tout à fait. Donc je vous ai dit que j'étais toujours disponible pour l'intérêt de ceux qui veulent en savoir davantage sur mon parti, pour les idées que mon parti incarne pour la vie politique et pour le Cameroun en général. Et donc je suis très heureux de vous recevoir chez moi. Ça fait 1 an déjà qu'APAR a été lancé en grande pompe, un peu plus d'1 an en tout cas, au stade de l'école publique New Deido. Comment se porte votre parti? Bien, le parti, vous l'avez noté tout à l'heure, c'est un jeune parti qui est en train de se déployer lentement, mais sûrement sur le terrain. Je rappelle à ceux qui nous regardent qu'on a déjà à peu près 5 régions déjà installées. Nous avons l'Est, le Sud, l'extrême Nord, la Damawa et l'Ouest. Évidemment, on pourrait m'interroger sur les régions du centre et du littoral, mais ce sont 2 régions, comme vous l'imaginez bien, qui sont extrêmement importantes, n'est-ce pas, pour notre pays. Donc nous sommes toujours à la recherche maîtrisée, en tout cas méticuleuse, des personnes pouvant incarner, des personnes qui aient suffisamment d'épaules et d'étoffes pour pouvoir maîtriser et diriger ces 2 régions. Donc on se donne du temps. Nous ne sommes pas dans une course effrénée de recrutement, c'est vrai, mais néanmoins nous pensons qu'il faut justement trier sur le volet des personnes qui soient capables de représenter ces 2 régions. Donc pour l'instant on a 5 régions, nous avons des départementaux naturellement et nous suivons notre petit bonhomme de chemin de manière méthodique et tout à fait maîtrisée, si j'ose dire. Voilà. Vous avez parlé de recrutement tout à l'heure. Je souhaitais justement soulever le fait que depuis un peu plus d'1 an, APAR n'a pas enregistré l'arrivée, j'ai envie de le dire, d'un poids lourd de la politique camerounaise, d'un visage connu. On sait que c'est soit une méthode de démonstration pour les formations politiques, notamment qui viennent d'arriver dans le landerneau camerounais, de démontrer leur puissance à travers le recrutement de visages connus. Je ne suis pas pour la politique spectacle. La politique, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Ce n'est pas la course au star system, ce n'est pas un cirque. Le but, ce n'est pas de faire dans des recrutements, on va dire, spectaculaires, si j'ose dire. Le plus important, c'est de livrer aux Camerounais le projet de société, ce que nous défendons sur le plan de la justice sociale, sur le plan de la justice, de la santé, de l'éducation, de la défense nationale et de la sécurité en général. Donc le but, ce n'est pas de frapper un coup, comme on dit, un coup d'éclat, parce qu'on a recruté une star de la politique. Non, ce n'est pas ça l'intéressant pour moi. Je n'ai pas cette approche de la politique. Moi, je considère que la politique, c'est d'abord, comment dirais-je, essayer de créer des idées qu'on pense utiles pour l'avenir du pays. Tout à fait. Pour l'instant, nous sommes dans l'opposition, c'est-à-dire qu'on est là pour essayer de proposer et de présenter aux Camerounais, au peuple camerounais, les idées qui sont les nôtres, si demain nous sommes aux affaires. Ce n'est pas de frapper les esprits en recrutant une personnalité, non. La personnalité, elle peut être de haute facture, je ne dis pas non. Mais ce qui est important, c'est le collectif. C'est l'idée programmatique, c'est le projet de société du parti que nous incarnons aujourd'hui. C'est ça qui est important pour nous. Dont la formation politique, l'éducation politique, par rapport à ceux qui veulent nous rejoindre. Ce n'est pas de faire du mercato, ce n'est pas d'impressionner, non. Ce n'est pas du cirque, la politique. C'est quelque chose de très lourd, de très sérieux. Qu'est-ce que vous proposez aux Camerounais? Voilà la question fondamentale. Parlons des idées justement, Célestin Djamène. Vous êtes l'auteur du livre « Le changement, c'est maintenant ». Qu'est-ce qui, en termes de propositions, a changé concrètement depuis l'arrivée d'APAR, a changé concrètement au niveau de la sphère politique camerounaise? Quelles sont les nouvelles idées que vous véhiculez? Quelle est la nouvelle conduite que vous proposez, notamment au sein de la grande famille de l'opposition camerounaise?
Je pense qu'il faut éviter autant que possible de faire, si j'ose dire, de la politique partisane à tout prix. Je pense qu'au-delà de nos opinions, de notre idéologie, chaque parti en a au moins une, il est clair qu'il y a un socle commun, c'est-à-dire quelque chose qui doit nous rassembler. C'est d'abord la passion, l'amour du Cameroun. Je pense que l'amour et la passion du pays passent d'abord par le respect de ses institutions. Ce n'est pas copiner ou collaborer avec le pouvoir que de rappeler cela aux Camerounais. Il est important que les gens sachent qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans l'opposition, demain ils seront peut-être aux affaires. Dans ce cas-là, ils ne vont pas dissoudre les grandes institutions que nous connaissons. Ils ne vont pas dissoudre l'armée, ils ne vont pas dissoudre la police, ils ne vont pas dissoudre, comment dirais-je, l'école, l'université. Non, on peut réformer. On a des propositions sur chacune des branches de la politique du pays. Donc il est question de comprendre que le respect des institutions sont extrêmement importants. Le respect, la passion du pays, c'est-à-dire que sans passion, sans, comment dirais-je, un réel amour pour sa nation, on ne peut pas proposer des choses révolutionnaires, si j'ose dire. Donc il est important pour chaque Camerounais de respecter les opinions, certes, qui divergent d'un parti à un autre, mais surtout de savoir qu'il y a des fondamentaux dans un pays. C'est ce que rappelle APAR. APAR rappelle que les gens qui passent leur temps à ternir l'image du pays, leur temps à insulter le Cameroun, ils ont le droit de critiquer un gouvernement. C'est leur rôle en tant qu'opposant. Mais je veux dire que le pays est sacré pour nous. Les institutions sont sacrées. On peut faire ces propositions sur la réforme de nos grands corps de l'État, ça c'est vrai. Mais on ne peut pas, à ce point, comme je le vois souvent sur les réseaux sociaux, prendre du plaisir à dénigrer son pays. À dire que le Cameroun, c'est de la merde, à faire un peu des images dans tous les coins de rue, démontrer comment le pays est dans la merde, est dans le caniveau, etc. Non, ce n'est pas sérieux. Je crois que quand on a choisi, en tout cas pour ceux qui nous concernent, à faire de la politique, c'est d'aller vers les gens, leur dire que voilà, demain, si vous nous faites confiance, voilà ce que nous proposons pour le pays. Il y a une partie de l'opinion qui considère que vous êtes beaucoup plus critique à l'endroit de vos camarades de l'opposition aujourd'hui qu'à l'endroit de ceux qui dirigent le Cameroun. Non, non, c'est pas vrai. Je suis critique aussi à l'endroit du gouvernement. Il faut apprendre à me lire. C'est pas l'impression que vos dernières sorties médiatiques donnent. Hein. Bah, citez-moi les dernières sorties médiatiques. Et sur quel sujet? Je vous répondrai. Moi, par exemple, quand il s'est avéré qu'on voulait taxer comment dirait, les téléphones mobiles, vous vous rappelez, à un moment donné, on voulait taxer les téléphones mobiles, on voulait taxer les tontines, etc. Je me suis prononcé de manière très claire et contre ces mesures-là. Et les mesures, effectivement, de maltraitance de l'opposition au sein de l'Assemblée et du Sénat. Je crois que les gens qui le disent ne me lisent pas suffisamment ou ne m'écoutent pas suffisamment. Évidemment, dans l'opposition, s'il y a des personnes qui ont comment dirais-je, des tendances à vouloir faire cavalier seul, à vouloir simplement, comment dirais-je, incarner ou réaliser leur propre intérêt, sans penser d'abord à l'avenir de l'alternance ou de l'alternative du pays, évidemment, je me dois de dénoncer ces pratiques dans l'opposition. Vous comprenez ce que je veux dire? L'opposition, c'est aussi une manière de respecter les Camerounais, de leur dire voici nos projets. Le gouvernement se comporte ainsi, voici ce qu'ils ont posé comme acte, voici ce que nous aurions dû faire si nous étions au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas simplement d'être là en essayant de jouer au Messie, en essayant de jouer la star. Donc si on fait, comment dirais-je, une marche commune, si on a un compagnon de combat, il faut savoir respecter les canons qui peuvent nous permettre un jour d'incarner l'alternance. Maintenant, s'il y a effectivement des comportements déviants ou des comportements qui ne rentrent pas dans l'aspiration qui est la nôtre, c'est-à-dire un jour incarner l'alternance du pays, évidemment, je vais les défendre. Je prends le cas très simple d'un parti politique qui veut réformer le code électoral. C'est une idée extrêmement pertinente parce que j'ai toujours dit que le code était mauvais. Mais la seule manière pour moi, par exemple, de défendre, d'exiger la réforme du code, c'est d'être dans le Parlement. C'est là qu'on fait des lois. Hein. Ce n'est pas au quartier, ce n'est pas en boycottant, parce que les lois, le code serait mauvais, qu'on peut effectivement aspirer un jour changer ce code-là. Parce que si vous ne participez pas au combat politique,
à la joute électorale, mais comment pourriez-vous changer les choses? Comment pourriez-vous le faire? C'est même en étant minoritaire dans les institutions, on peut de l'intérieur, parce que ça se passe à l'intérieur des institutions, on peut de l'intérieur essayer d'influencer la marche des choses. Et pas l'inverse, par exemple. Donc celui qui ne comprend pas ça n'est pas un opposant sérieux. Ce n'est pas d'impressionner les gens, je suis révolutionnaire, je suis quelqu'un de très ancré sur mes convictions, je suis radical. Mais le radicalisme sert à quoi s'il ne fait pas avancer les choses? Il faut être là où il y a le pouvoir. Ça veut simplement dire que quand on parle d'élections pour changer les choses, il faut des leviers. Pour changer votre quartier, il faut avoir la mairie de ces quartiers-là. Pour changer la République, il faut avoir le pouvoir républicain qui vous permet de le faire. Ce n'est pas en criant « ceci est mauvais, ceci n'est pas bon », restons au quartier, en allant pas aux élections, qu'on va imaginer un jour changer les choses, le cours des choses. Évidemment, on peut imaginer une révolution insurrectionnelle, une révolution populaire. C'est déjà arrivé dans l'histoire. Mais je veux dire que l'option, quand on veut bouleverser l'échiquier politique du pays, c'est d'aller chercher les voix, de convaincre, de défendre ces votes dans les bureaux de vote, de recruter les gens, de les former pour défendre ces suffrages dans les bureaux de vote. Ce n'est pas en restant au quartier, en scandant, voilà, etc. Le code est mauvais, et blablabla. Et puis, ça nous apporte quoi, cette histoire? Président Djamène, on ne peut pas, même si c'est un sujet, je dois le dire aux internautes qui nous regardent, que vous ne souhaitez pas beaucoup aborder, mais on ne peut pas parler de votre rapport vis-à-vis des autres formations politiques, notamment celle de l'opposition, sans parler du conflit qui demeure entre vous et vos anciens camarades, que vous qualifiez d'ailleurs de talibans. Dans une récente sortie, vous avez dit qu'un jour, ces derniers vont vous appeler prophète du fait de ce que vit aujourd'hui cette formation politique. Bon, question à deux volets. Premièrement, est-ce que c'est pas manquer un tout petit peu d'élégance quand même d'appeler ces anciens camarades talibans quand on sait tout ce qui est lié à l'expression? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous continuez à reprocher concrètement à ce parti politique de l'opposition? Écoutez, moi je n'ai pas de conflit avec un quelconque parti politique que ce soit. Je suis président d'un mouvement politique qui a un peu plus d'un an aujourd'hui, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il s'appelle l'Alliance patriotique et républicaine du Cameroun, à part. Et donc nous sommes là pour proposer, pour offrir au peuple camerounais notre projet de société. Donc je n'ai pas le temps d'être en conflit avec qui que ce soit. Cependant, en tant qu'acteur politique, je me dois aussi d'observer, n'est-ce pas, l'arène politique de mon pays. Effectivement, s'il y a des comportements qui ont tendance à discréditer l'opposition, c'est-à-dire que la famille dont je fais partie, évidemment, je dois pouvoir me prononcer. On n'a pas besoin aujourd'hui au Cameroun d'aventuriers politiques. On a besoin de choisir un chemin qui puisse un jour, demain sûrement, ou après-demain, incarner l'aspiration des Camerounais. Donc effectivement, s'il y a des partis politiques, des gens qui n'ont pas compris, peut-être par manque de formation politique, qu'il faut débattre des idées et non des individus, des personnes. J'appelle ces gens-là des fanatiques ou des talibans, à l'instar de ceux qui étaient en Afghanistan, qui sont toujours au pouvoir d'ailleurs, qui se caractérisent par l'intolérance et par l'absence de débat politique. Or justement, notre pays a besoin d'échanges, de débats d'idées politiques. Quand vous produisez une pensée, que les gens, au lieu de débattre sur la pensée, sur l'écrit, sur ce que vous avez dit, débattent sur votre vie privée, sur votre personne, sur votre état de fortune ou d'infortune, vous voyez qu'on n'est pas dans le débat politique. Donc ces gens-là ne sont pas là pour la politique. La politique, c'est quelque chose de digne, de noble. La noblesse de la politique vient du fait justement qu'il y a une confrontation des propositions, une confrontation des idées, de la pensée, effectivement, qui puisse permettre à chaque citoyen de se faire son idée sur le parti qui, pour lui, pourrait incarner le meilleur pour le pays pour demain. Or, ce n'est pas ça. Quand j'appelle les gens extrémistes, radicaux, talibans ou fanatiques, c'est dans la même famille. C'est pour dénoncer que, c'est pour dire que la politique a besoin d'un peu plus de sérieux. Des gens qui incarnent une certaine lucidité, un certain souci d'apporter un plus dans le débat politique. Or, quand nous sommes dans le talibanisme ou le fanatisme, il n'y a pas d'idée,
Il n'y a pas de débat politique, donc il n'y a pas d'avancée en termes d'alternance, d'alternative que nous proposerons pour le pays. Donc je n'ai pas de conflit avec quelconque parti politique. Simplement, je dis qu'on ne peut pas vouloir que son pays avance et se taire. Le silence, parfois, c'est bien, mais on a aussi le devoir de dire et de parler quand il y a des dérives. Et en ce moment, dans le pays, j'ai l'impression que la jeunesse se laisse égarer par, comment dirais-je, des débats totalement stériles qui ne concernent pas l'avenir que nous voulons meilleur pour notre pays. Voilà la vraie question qui se pose. Hein? Je ne suis pas contre les idées contraires ou opposées aux miennes, mais au moins qu'il y ait un débat d'idées, pas sur les individus ni sur les personnes. Je ne supporte pas qu'on s'attaque en ma personne en tant qu'individu et donc complètement faire table rase de ce que je dis. Si je dis qu'un truc qui vous paraît loufoque, qui vous paraît complètement déviant, alors rapporte-moi ce que je dis et qu'on en débatte. Idée contre idée. C'est ça ce que les gens attendent, c'est ça la politique. Hein, ce n'est pas de m'attaquer à la couleur de votre savon, à la couleur de votre slip, aux personnes que vous fréquentez. Ça ne m'intéresse pas. Demain, si les gens sont appelés à aller aux urnes, sur quoi ils vont se prononcer? Qu'est-ce qu'on leur propose? Vous êtes candidat, dont vous aspirez à diriger un jour le Cameroun. Qu'est-ce que vous proposez? Débattons sur les idées, sur la santé, sur l'agriculture, sur la place de la jeunesse, sur la place de la femme, sur les droits des enfants, sur la défense et la sécurité, sur l'énergie, sur la stratégie diplomatique. Qu'est-ce que les partis proposent? C'est de ça qu'il s'agit. Ça permet aussi aux jeunes qui aspirent un jour à entrer en politique de s'imprégner de ce qu'est la politique, de se former. Parce que demain, ils peuvent être amenés aux affaires, ils peuvent être conseillers municipaux, il faut lire et comprendre les délibérations, ils peuvent être députés, il faut lire et comprendre les textes. Mais s'ils passent leur temps à s'amuser sur la vie des gens, évidemment, on est perdu. Parce qu'un pays a besoin quand même d'entretenir et de soigner sa jeunesse. Et si la jeunesse est déjà dans ce caniveau, je suis désolé, la classe politique ne peut être qu'à l'image, effectivement, de cette jeunesse-là. J'ai envie qu'elle se ressaisisse, qu'elle débatte des vrais sujets, et pas des sujets sur les individus ou sur les personnes. Pour sortir de votre rapport avec ce parti politique, est-ce que vous êtes favorable à la libération des prisonniers du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ceux arrêtés au lendemain des marches de septembre 2020, qui continuent jusqu'à présent? Je suis pour les libertés d'expression et de manifestation. Nul ne doit être mis en prison. On n'a pas beaucoup écouté ou beaucoup lu ce voilà, sujet. Vous n'écoutez pas, je l'ai toujours dit, moi je suis un ancien prisonnier politique. Vous n'imaginez pas que je peux être libéré et souhaiter que les gens finissent au cachot. Ce n'est pas sérieux quand même. J'ai toujours été, j'ai marché, j'ai manifesté à plusieurs reprises. Pas seulement quand j'étais au MRC, j'ai aussi été au SDF. J'étais l'un des grands marchands, entre guillemets, l'un des grands manifestants de ce parti. Donc je ne peux pas aller à l'encontre de ce que j'ai toujours été. Donc je suis en train de dire que aujourd'hui, évidemment, quand on est privé de liberté pour des raisons de mœurs, pour des raisons de délinquance réprimée par le code pénal, pour des raisons d'escroquerie, etc., je peux le comprendre. Il faut payer sa dette à la société. Mais quand on exprime son opinion, quand on exprime une vision de la société sans porter atteinte aux institutions, il n'y a aucune raison de priver ces personnes de liberté. Je suis contre les incarcérations basées sur les délits d'opinion. Il ne doit pas y avoir des délits d'opinion, puisque par nature, on ne peut pas avoir la même opinion dans une vie, dans une existence. Même dans votre propre famille, il est tout à fait normal que vos enfants, vos frères et sœurs, pensent différemment de vous. C'est bon pour le débat, c'est bon pour la démocratie. Nous aspirons à un pays plus démocratique, plus républicain. Donc on ne peut pas empêcher ou étouffer les gens d'exprimer leur opinion. Je ne peux donc pas tolérer ou admettre que les gens soient en prison pour leur délit d'opinion. Les gens qui sont dans une dérive intellectuelle ou idéologique peuvent être recadrés par leur propre score aux élections. Alors, si vous êtes déviant, si vous êtes complètement rétrograde dans vos propositions, on voit la compétition électorale et puis les urnes parlent. C'est pour ça qu'il est aussi important de se battre pour la transparence électorale et contre les fraudes électorales. Tout se passe sur le terrain électoral. Donc, ce n'est pas... Moi, je suis pour la libération des prisonniers politiques, évidemment. Évidemment. Bon, maintenant, c'est vrai que notre pays a des lois, a des textes. Si vous manifestez, il faut tenir compte qu'il y a effectivement
des lois qu'il faut respecter. Il faut déclarer évidemment sa manifestation, ce qui est souvent fait de l'opposition. Il faut aussi dire que le pouvoir en place, comment dirais-je, n'a pas toujours été diligent par rapport au respect des textes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que, effectivement, qu'on puisse agiter en permanence cette expression de trouble de risque à l'ordre public, alors qu'il n'y a pas de risque avéré, si j'ose dire. Le rôle de la préfectorale, c'est de délivrer des récépissés de manifestation et encadrer la manifestation. Évidemment, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des casseurs qui soient infiltrés parmi les manifestants honnêtes et sérieux pacifistes et qui viennent dénaturer le sens même de la manifestation. Mais ça, c'est le rôle de la police. À la limite, la police peut exiger que des partis politiques qui manifestent aient leur propre service d'ordre pour effectivement éviter les infiltrations involontaires, effectivement. Mais je ne peux pas cautionner que des gens qui expriment une opinion dissonante soient en prison. Donc, sur ce terrain-là, ne pensez pas que je suis pour le maintien des prisonniers politiques là où ils sont. Je l'ai été et je l'ai vécu dans ma chair. Donc, évidemment, naturellement, je plaide pour qu'ils soient libérés. Chair au sens propre comme au sens figuré. Vous êtes entré à la prison principale de Kodengui avec une jambe... Donc, je ne vais pas rappeler mes douleurs personnelles, vous pouvez en commenter si vous voulez, mais je dis sur la question que vous me posez, il est important d'être très clair à ce niveau-là. Je suis contre la répression des délits d'opinion. L'opinion ne peut pas, d'aucune manière, être un délit. On a le droit de s'exprimer comme on veut, mais en respectant les institutions et les lois du pays. Sortons par une autre contribution qui est la vôtre à la marche de la nation, c'est celle du fédéralisme unitaire. D'abord, ça sonne comme une sorte, j'ai envie de le dire, ça sonne un peu à contrario par rapport à une autre proposition politique mise sur la place publique par le président du PCN qui lui parle de fédéralisme communautaire. Vous parlez de fédéralisme unitaire. Qu'est-ce que vous mettez justement dans cette proposition que vous faites à la nation camerounaise dans le cadre de sa marche, la construction de notre État? Mais surtout, comment est-ce que vous la percevez en tant que solution pour le conflit qui prévaut, qui continue de prévaloir dans les régions anglophones du Cameroun? C'est une très bonne question parce qu'en vérité, personne n'est resté insensible à cet ouvrage du président du PCRN intitulé « Le fédéralisme communautaire ». Le fédéralisme communautaire qui supposerait un fédéralisme basé sur les communautés, sur les ethnies, est absolument odieux et exécrable. Tellement de nos concitoyens sont morts pour l'unité du Cameroun. Se sont dévoués non pas leur département de naissance ou ethnique, ils sont morts pour le rassemblement des Camerounais, des populations camerounaises. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez. Il y a Mouniobé, il y a Moumié, Oussende Afana, Abel Kingé, Wandié, etc., etc. Donc ces gens-là sont morts, non pas pour la Lekié, non pas pour le Noun, non pas pour le Ndé, non pas pour le Nyon Ekele. Ils sont morts parce qu'ils avaient la passion du Cameroun. Parce qu'ils voulaient que les Camerounais se retrouvent en tant qu'enfants ayant une même destinée. Peut-être pas la même infraculture, mais ayant un même destin. Donc ils voulaient que les gens se retrouvent sur des éléments fondamentaux. Tout à l'heure, on a parlé effectivement des institutions. Il faut que les Camerounais se retrouvent. Ils sont morts pour cette idée-là. Alors venir en 2021, au XXIe siècle, prêcher une fédération d'États fondée sur l'ethnie, sur les affinités culturelles, sur l'anthropologie, sur, je ne sais pas moi, sur le communautarisme, est absolument insupportable. C'est un retour en arrière. D'aucuns parlent d'intégration, qu'on ne serait pas suffisamment intégré. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de Camerounais de souche ou de Camerounais, comment dirais-je, de non-souche. Il y a des Camerounais qui sont de l'Ouest, qui sont du Nord-Ouest, qui sont du Sud-Ouest, du Grand Nord, du Centre, de l'Est, etc., de la côte. Ils ont leurs particularités, leurs affinités culturelles, alimentaires, culinaires, etc., vestimentaires. Mais ce n'est pas un motif pour empêcher que les enfants de ce territoire, de ce pays, puissent se rassembler et penser à une seule chose. L'avenir du monde, c'est dans les grands ensembles. On ne peut pas aujourd'hui plaider à travers des ouvrages pareils, alors que nous avons vécu et subi le dépeçage de l'Afrique à travers la conférence de Berlin.
on ne peut pas venir encore militer pour les micro-États en Afrique qui sont déjà dans un microcosme qui ne dit pas leur nom. Donc il y a 54 États en Afrique. Vouloir plaider encore que les États, à travers les idéologies comme le fédéralisme communautaire, se dissèquent encore davantage, c'est insupportable. C'est la raison pour laquelle j'ai dans cet ouvrage qui est à venir bientôt, que j'ai écrit, que j'ai commis, je parle d'unité. On l'attend depuis pas mal de temps quand même. Oui, parce que l'éditeur ne s'est pas mis d'accord sur le format du livre, etc. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait aussi l'aspect technique qui compte. Un livre de qualité en termes de présentation, en termes de couverture, etc. On est en train de finir cela, mais rassurez-vous, il va bientôt sortir. Et donc, c'est pour vous dire que je ne peux pas rester dans le silence par rapport à ça. On ne peut pas rester silencieux par rapport à ce genre de dérive. Nous sommes dans une... Vous êtes de ceux qui considèrent que le fédéralisme communautaire s'attaque aux fonds baptismaux, même extrêmement nation camerounaise. Dangereux. Niobe disait qu'il n'est pas contre la tribalité, mais il est contre le tribalisme ou les tribus agitées dans le champ politique. C'est à ça que vous assimilez le fédéralisme communautaire du tribalisme? C'est-à-dire que oui, on ne peut pas faire valoir ses origines ethniques dans l'action politique. L'action politique, c'est des idées, uniquement des idées. Si je recrute des militants aujourd'hui, demain, après-demain, ce n'est pas en fonction de leur origine. C'est en fonction de ce qu'ils m'apportent en termes de vaillance militante, en termes d'idées. Comprenez? Donc, la tribu, c'est bien pour la culture. C'est bien le Ngondo, j'y vais souvent. Le Ngouan, le Mundumba, le Mpo, tout ça. Il faut y aller parce que c'est notre culture. Mais on ne peut pas exporter ces éléments culturels dans le champ politique. Ce n'est pas un argument politique. La politique ne supporte que des idées, des projets, des arguments basés sur des idées, des alternatives. C'est ça la politique. Donc il faut aller vers un fédéralisme. Ça, je suis fédéraliste depuis toujours. J'étais au SDF, c'est un parti, vous savez, qui prône le fédéralisme. Mais je suis pour un fédéralisme non pas communautaire, basé sur l'ethnie. Je suis pour un fédéralisme qui rassemble les Camerounais, qui est fondé sur le progrès social et la croissance économique. C'est ça les raisons du fédéralisme. Une question d'actualité en une minute, rapidement, Président Célestin Djamène. On sait que vous êtes attaché à la question du panafricanisme. Vous êtes d'ailleurs membre d'un mouvement sur le plan continental qui prône le fédéralisme, qui prône le panafricanisme concurrentiel. J'allais le dire, c'est une nouvelle alternative pour la gestion de nos États. Il y a la question de la dépigmentation de la peau qui interpelle également les panafricanistes. Au Cameroun, un récent reportage a fait état de ce que désormais des femmes utilisent des boissons pour avoir la peau blanche. Ça a poussé certains à s'interroger sur l'apport du législateur. Il y en a qui partent très loin en disant qu'aujourd'hui, il faut quasiment interdire dans notre pays l'usage des produits cosmétiques qui contribuent à dépigmenter la peau, à faire en sorte que la femme africaine perde de l'éclat de son teint. Quelle est la position de votre parti concernant ce sujet? Et moi, je pense que l'argument qui est souvent présenté, c'est celui de la santé publique. Parce que c'est vrai que les solutions qui sont proposées, les solutions buccales ou par voie orale pour se décaper la peau, les solutions de crème pour l'éclaircissement de la peau pour les Africains, pour les Noirs en général, sont sur le plan de la santé publique, extrêmement dangereuses. On parle parfois de cancer de la peau. Donc à ce titre-là, il est évident que les pouvoirs publics doivent absolument intervenir pour réprimer ce genre de comportement. Malheureusement, dans la pratique, il y a un laisser-aller total. Parce qu'évidemment, on s'acharne sur une députée qui a tort de faire ce qu'elle a fait. Mais il faudrait frapper tous les magasins, toutes les personnes qui se livrent à ce genre de sport. C'est-à-dire que si tu as un problème de santé publique pouvant entraîner des conséquences gravissimes pour la santé publique, pour le corps humain, évidemment, il faut réprimer quelle que soit la personnalité, quelle que soit la position géographique de la personne, tant qu'elle est sur le territoire camerounais. Donc, ce qui s'est passé dans l'actualité récemment n'est que la face immergée de l'iceberg, dans le sens qu'il y a beaucoup de vendeurs ambulants chez nous, beaucoup de pharmacies qui proposent ce genre de solution. Il faut
interdire cela de manière formelle et de faire un suivi. C'est-à-dire qu'il faut inviter à la dénonciation. Ça, sur le plan santé publique, qui est déjà quelque chose de très, très, très pertinent comme argument. Maintenant, en tant qu'Africain, fier de l'être, moi, j'ai une approche ontologique. Le hasard, ce n'est pas un hasard si l'homme noir a été... L'homme noir est noir. D'ailleurs, même, pourquoi parler même de noir et de blanc? L'humanité, l'origine de l'humanité, c'est l'Afrique. De l'Afrique vient l'Europe, du noir vient du blanc. Donc, l'homme noir, c'est comment dirais-je, c'est l'élément originel de l'humanité. S'il n'y avait pas l'Afrique, il n'y aurait pas d'humanité. C'est le berceau de l'humanité. Donc, il faut savoir que ça a un sens. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas, comment dirais-je, de honte à être noir, bien au contraire. Nous sommes le berceau de la science, des mathématiques, de la médecine, de la boussole. De toutes les techniques que vous imaginez. Pythagore, Thalès sont venus étudier ici en Afrique pour ensuite divulguer leur savoir en Europe occidentale. Donc, il n'y a pas de raison de s'offusquer d'être noir. Et puis, ça engendre aussi des imageries de complexes d'infériorité. Quel est le problème si on est blanc ou noir? Ce qui importe, c'est ce que vous posez comme acte, c'est votre caractère. L'humanité ne sera pas sauvée par les blancs ou par les noirs. L'humanité sera sauvée par des gens, par des humanistes, par des gens qui pensent qu'on peut avoir un autre monde, une autre vision du monde, une autre façon de vivre. Ça ne dépend en rien de la couleur de la peau. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez reprocher aux racistes anti-noirs, aux racistes blancs, etc., qui disent que c'est la race inférieure? Si vous-même vous décapez la peau, c'est un signe de quoi? C'est un signe de complexe, c'est un signe de mépris de ce qu'on est en tant qu'être humain. Notre identité. Notre identité. Donc c'est pour ça que moi je suis un panafricaniste convaincu. Je pense que ça ne se limite pas aux questions de couleur de peau. C'est une vision de l'humanisme. Le panafricanisme est un humanisme. Nous pensons que le monde peut exister autrement que par les guerres, autrement que par les inimitiés, autrement que par les dominations de ces impérialistes qui pensent que tous les autres en dehors d'eux sont des faire-valoir, sont des chairs à canon, sont des gens qu'il faut perpétuellement exploiter. Non, moi je pense qu'effectivement, il faut être fier de ce qu'on est, il faut être fier d'être africain, il faut être fier d'être issu d'un continent matrice. La matrice de l'humanité, c'est l'Afrique. La matrice, la mère de l'humanité, c'est l'Afrique. Tous les scientifiques sont d'accord là-dessus. Alors, quand on voit les Africains eux-mêmes commencer à donner l'impression ou bien l'exemple des gens qui ne sont pas fiers de leur couleur de peau, de leur être en tant que tel, c'est absolument, absolument désolant. Après ta interrogation, ça on l'a bien compris. Merci en tout cas, Président Djamène, de nous avoir accordé quelques minutes, malgré une journée assez chargée. Merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu de questions-réponses. Merci. Et permettez-moi de dire un dernier mot sur votre dernière question sur le panafricanisme, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui impliqués dans... La nouvelle approche, notamment le panafricanisme concurrentiel. Mais surtout que Convergence panafricaine, qui est une plateforme panafricaine, une ONG, dans laquelle je milite ardemment, j'en suis le premier vice-président, se donne pour ambition la renaissance de l'Afrique. Parce qu'elle a été obstruée par les Africains eux-mêmes qui ne croient plus en eux. Bien sûr, les Européens, ils ont mis en place l'esclavage, la colonisation, etc. Tout à fait. Mais c'est à nous de repenser notre existence en tant qu'être humain, dont le bonheur comme le malheur de l'Afrique dépend uniquement d'eux et pas des autres. Donc, Convergence panafricaine est dans cette quête de réveil et d'éveil de la conscience. Et nous sommes convaincus que demain, avec l'héritage que nous laisserons à nos enfants, je pense que l'Afrique va reconquérir le monde. Je souhaite qu'on ait une autre occasion pour parler plus amplement de ce projet-là, à travers l'ONG Convergence panafricaine, de cette nouvelle offre politique continentale baptisée le panafricanisme concurrentiel. On a d'ailleurs eu l'occasion il y a quelques semaines de recevoir le président de cette ONG, M. Félix Djelassem, à ses jours au Cameroun. Donc on aura l'occasion. Des Africains. Certes, on a eu des douleurs, on connaît notre histoire, ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Tout à fait. Mais aujourd'hui,
On n'a pas à passer notre existence à faire des tables rondes sur les drames que nous avons vécus. Il faut aller vers la compétition. Il faut aller vers la concurrence, vers les batailles du mondialisme, de la globalisation. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut nous doter des outils scientifiques, techniques, des outils d'innovation qui permettront aux Africains demain d'avoir l'indépendance à la fois économique, industrielle, technologique, militaire et politique. Merci une fois de plus, Président. Merci à vous également d'avoir regardé cette nouvelle édition du Talk sur Focus Média Afrique. On se retrouve très prochainement pour d'autres numéros sur votre web média. D'ici à là,